Bonjour à vous tous et merci d'être tous ensemble autour de cette table ronde. La thématique l'IA au cabinet médical entre Miracle et Mirage. On entend et on voit un petit peu partout des articles, l'IA va révolutionner la santé et en fait sans que les gens expliquent comment ou pourquoi. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement les usages chez les médecins notamment et les médecins généralistes, et en général sont très largement autour d'outils qui sont plutôt grand public, comme ChatGPT. Et en fait, c'est une adoption qui se fait un petit peu par la base, par les utilisateurs finaux. Et c'est ce qu'ils appellent un petit peu le shadow AI. C'est-à-dire que les utilisateurs finaux, finalement, utilisent l'IA sans que les tutelles aient pris le sujet, ou en tout cas soient en retard. Et ça pose des questions de fiabilité, d'encadrement. Mais ça prouve aussi que le besoin est réel. Et alors là, un petit peu, c'est l'objet de cette table ronde, c'est de dire où est-ce qu'on en est. Quels sont et c'est plus vraiment la question de est-ce que l'IA va révolutionner la santé, ça on le sait tous, c'est comment on l'utilise pour s'assurer d'une fiabilité et d'une efficacité qui soit vraiment au service du patient. On aura trois grands axes. C'est d'abord le premier axe, c'est d'où parle l'IA, comment ça fonctionne et surtout comment on s'assure de la fiabilité de l'information qu'elle peut donner. Deuxièmement, il y aura aussi bien sûr l'aspect financier, c'est un coût qui vient se rajouter au coût d'un médecin qui a son cabinet. Et enfin, finalement, la question que beaucoup d'utilisateurs et même de patients se disent, mais dans 5 ans, dans 10 ans, finalement, est-ce qu'on aura encore besoin de médecins? Et voilà, donc il faut aborder ces questions avec beaucoup d'humilité, puisque ce qu'on se dit là, peut-être que dans un mois, ça aura encore changé. C'est un domaine où les choses évoluent très vite. Et voilà, donc là, on a un panel d'intervenants et de qualité, et avec des horizons très très différents qui permettent de couvrir un petit peu les angles de la médecine assistée par IA. Et on va faire un petit tour de table et je vais laisser chaque intervenant se présenter. On va commencer par Vincent. Voilà, donc Vincent, juste un petit mot, c'est que en tant qu'interne, on a tous eu notre petit livre rouge, comme les partisans de Mao. Mais Vincent donc va se présenter, va expliquer pourquoi ce petit livre rouge il a été si important pendant tout le cursus des étudiants en médecine. Oui, merci pour cette invitation. Bon, le petit livre rouge, il est devenu gros quand même. Tellement gros que c'était même plus gérable. Et depuis 10 ans, donc c'est maintenant uniquement numérique et sous forme d'algorithme qu'il rend finalement le rôle qu'il avait depuis le début, c'est-à-dire celui d'assister les professionnels de santé dans tous les sujets de la prescription, de la dispensation, autour de l'usage du médicament. Et au fond, la mission, elle reste la même depuis le début. Voilà. Donc moi, je suis Vincent Bouvier, je suis médecin et j'ai le plaisir de diriger l'entreprise Vidal depuis plusieurs années et donc d'avoir pu participer à cette évolution très passionnante jusqu'à aujourd'hui où finalement c'est probablement le moment le plus passionnant de l'histoire de l'entreprise aujourd'hui. Merci Vincent. Nicolas, tu veux te présenter? Ouais, Nicolas Gatuel, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille à l'hôpital américain à Paris, j'ai fait tout mon parcours à Paris, et mon clinica, mon internat, et entre l'internat et le clinica, j'ai fait un master 2 en mathématiques, modélisation, apprentissage, année au cours de laquelle j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis de l'IA, et où j'ai vraiment compris comment ça marchait, comment on la fabriquait, et comment surtout elle pouvait nous aider en tant que pro de santé. Et puis ça tombait bien, puisque parallèlement, je suis cofondateur de PaperDoc, et c'est à peu près à ce moment-là que s'est matérialisée l'idée de PaperDoc, qui est d'aider les professionnels de santé, les chercheurs, et puis depuis peu, les patients et le grand public, on en reparlera, à trouver les bonnes informations, à faire de la veille scientifique, et à lutter pour ce qui est des patients, lutter contre la désinformation et la fake news médicale qui est particulièrement dangereuse et particulièrement aujourd'hui. Ouais, merci Nicolas. Léa, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Léa Collier, je travaille dans l'équipe stratégie et opération de Nabla. Donc nous sommes une entreprise française qui a été fondée en 2018 par Alexandre Lebrun, Delphine Groll et Martin Raison, et qui est notamment soutenue par Yann Lequin. Et nous sommes spécialisés dans l'intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé. On développe depuis 2018 un assistant médical
qui vise à automatiser les tâches administratives des professionnels de santé, donc notamment le compte-rendu de consultation. Donc moi, ça fait un peu plus d'un an et demi que je travaille chez Nabla, et je suis notamment très proche de notre directrice France, qui nous a rejoint début janvier pour développer Nabla en France, pour pouvoir ramener notre technologie à notre pays d'origine, puisqu'aujourd'hui on est à 95% aux États-Unis, mais voilà, 2026 c'est l'année où Nabla revient en France. Parfait, merci. Et Marilyn? Alors, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité également. Donc, je m'appelle Marilyn Minot. Alors, moi, je suis là et je pense être l'histoire de l'informatique médicale en France, puisque j'ai créé le logiciel Illodoc avec mon mari en 1987. Et j'ai vécu toutes les évolutions, tout ce qu'il y a pu y avoir. Et aujourd'hui, vu l'IA et vu tout ce qui se passe sur le marché, je trouve que nous sommes dans un renouveau et je souhaite revenir et apporter certainement de l'expérience, mais également ce que je vois venir et ce qui va être. Et je suis très, très intéressée par l'IA et par ce qu'il va se passer. Eh ben, pardon. Et je voulais juste rajouter que justement j'ai créé Panacée avec 4 jeunes ingénieurs aujourd'hui et on va essayer de prendre tout ça et d'avancer. Tu continues l'aventure puisque tu as vu la digitalisation du milieu médical, hein, et tu en as été une des artisanes et ça a été sans doute compliqué, mais ça on en reviendra parce que s'il y a bien il y a eu un petit retard à la digitalisation sur notre profession. Merci pour ces présentations et on va commencer tout de suite avec le premier axe qui est en fait la source de vérité. D'où parle l'IA? Où va chercher cette information, l'IA? Est-ce qu'elle la génère? Est-ce que c'est quelque chose qui vient des novos ou alors c'est quelque chose qu'elle peut récupérer? Et on va commencer, on va dire, un petit peu de façon très concrète. Nicolas, tu as monté une application PaperDoc. Quand je demande à Archie, ton assistant, je lui pose une question, il me répond. Quand il me répond, c'est quoi? C'est généré? C'est quelque chose qu'il est allé chercher? C'est d'où vient ce que me donne Archie? Pour répondre à cette question et d'où viennent les informations qui sont générées par Archie, qui est donc notre assistant de recherche IA qui va puiser dans la littérature scientifique, il faut repartir un peu de ce qu'est la littérature scientifique et surtout comment nous, professionnels de santé, on l'utilise dans notre quotidien. La littérature scientifique, c'est toutes les études qui sont faites et c'est le socle de la connaissance. D'accord ? Tout part de là. Les recos, tout part de là. Et aujourd'hui, quand on est pro de santé, on doit s'informer, on doit être à la page dans notre spécialité. Et le problème, c'est que, et ça c'est un problème qui est assez ancien, c'est que les bases de données, les sources d'informations sont très fragmentées, les moteurs de recherche sont un peu vieillots, c'est du mot-clé, c'est en anglais, ça retourne des listes de liens, on trouve pas toujours l'article qui colle à nos mots-clés, et puis on doit aller chercher dans plusieurs bases, donc tout ça est très très chronophage. Et puis il y a une nouvelle problématique qui est apparue ces dernières années, qui est quelle solution IA choisir pour accéder à ces informations. Est-ce qu'elle est fiable? D'où viennent les données? Où vont mes données? Et donc, nous, on s'est dit qu'on allait utiliser l'IA pour, d'une part, réunir toutes ces bases de données qui sont qualifiées, certifiées. Nous, on ne remet pas en cause la qualité de l'information. On sait qu'elle est bonne puisqu'elle est publiée dans des revues qui sont certifiées. C'est à l'utilisateur, l'utilisatrice finale de décider si l'étude lui est ou non utile. Donc on les réunit et puis on met un peu d'IA dedans pour aller tout simplement chercher les réponses. Et une de nos forces, c'est que contrairement à certains LLM généralistes, pour ne pas en citer, plusieurs de nos forces d'ailleurs, c'est que on a qualifié cette base de données, on va pas chercher partout sur Internet, parce qu'utiliser un LLM généraliste aujourd'hui, ça revient à chercher sur Internet. Donc il n'y a pas forcément de gain là-dessus. Et c'est s'assurer que si on n'a pas l'information dans la base de données, l'IA va dire j'ai pas l'information, donc faut soit reformuler la requête, soit aller chercher ailleurs. Et à chaque information qui est donnée, y attribuer au moins une source d'où elle provient, avec cet enjeu de traçabilité de chaque information, qui est en fait ce qu'on fait nous en tant qu'humains quand on cherche d'infos, en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois on doit montrer d'où viennent les informations. Et en fait pourquoi l'IA ferait différemment? Donc nous on a fait exactement la même chose, c'est que non seulement tu dois nous montrer d'où elle vient, et en plus si elle vient de bases de données qui sont certifiées.
le célèbre garbage in, garbage out. Donc, en fait, tu nourris ton IA de sources que tu as qualifiées et finalement, ton IA te sert d'aller piocher. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu le disais, une aide vraiment. Et en fait, elle ne génère pas de contenu. Mais ça, on le reviendra après sur la fiabilité et les hallucinations. Mais là, c'est une utilisation vraiment. Là, on augmente l'humain en enlevant certaines difficultés, puisque tous ceux qui ont fait des recherches scientifiques et en fait des recherches sur ces bases de données savent la difficulté. Vincent, Vidal, ça reste depuis presque plus d'un siècle, hein, le socle de la connaissance, en tout cas pour tous les médicaments. Comment Vidal se positionne par rapport à l'arrivée de toutes ces IA génératives, hein, qui, avec les difficultés que ça peut poser de mauvaise utilisation, hein, parce que l'outil en lui-même n'est pas, c'est surtout la mauvaise utilisation qu'il peut faire. Et comment toi, avec ton entreprise, Vidal, vous positionnez dans cet environnement de génération de LLM qui n'arrête pas de bouger. Je m'inscris tout à fait dans la perspective que vient de tracer Nicolas. C'est-à-dire que, premièrement, on est là pour apporter la connaissance la plus à jour aux professionnels de santé, au lit du patient, c'est-à-dire à l'endroit où il prend la décision clinique. Voilà. Là, c'est essentiel et c'est la mission depuis le début. Voilà. Et par ailleurs, on doit gérer la contrainte d'avoir une information et une connaissance qui soit fiable. Voilà. Et je crois que ça a été bien expliqué ici. Nous, c'est vraiment, si vous voulez, le cadre dans lequel on est. C'est-à-dire amener la connaissance la plus pertinente possible, la plus à jour possible, mais dans un contexte de fiabilité très très fort. Et en effet, c'est pour ça que toutes les algorithmes basés sur les LLM, je pense qu'on les utilisera à un moment donné dans les solutions, mais aujourd'hui, on préfère les tester et mettre dans les logiciels des professionnels des algorithmes qui sont déterministes. Parce que on en comprend parfaitement la logique et l'explicabilité. Non, mais ça, on en reviendra tout à l'heure après sur comment on peut maîtriser les sources d'erreur et tout ceci a beaucoup de sens. On n'a pas le 98% ne suffit pas. Quand on traite des gens, 98% c'est super peut-être pour ChatGPT, mais dans les solutions qu'on propose aux médecins et qui va impacter sa prise de décision. C'est ça, donc ça dépend complètement des usages. Exactement. C'est pour ça que là, on est à l'aube, hein, on commence. Hein, donc c'est vrai qu'il faut... Léa, Nabla génère des comptes rendus pour le médecin, l'aide et le supporte dans ses tâches administratives, et Dieu sait si c'est du temps passé qu'il ne passe pas avec le patient. Et comment vous vous assurez chez Nabla, puisque là, du coup, il y a de la génération, comment vous vous assurez que les propos du médecin ne sont pas déformés ou qu'il n'y a pas d'erreur qui est venue se glisser, puisque en plus, c'est de la reconnaissance vocale. Donc, comment vous maîtrisez ce qui est généré? Donc, notre assistant est basé sur 2 briques technologiques. On a une première donc, qui va être déclencher au début de la consultation pour transcrire l'échange entre patient et praticien. Donc, c'est speech to text. Et ensuite, on a une deuxième brique technologique qui va prendre en entrée la transcription pour générer le compte-rendu. Donc, Nabla ne va pas produire de la vérité médicale. Nabla va seulement synthétiser en fait, l'échange qui a eu lieu pendant la consultation. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir des modèles qui soient fiables et qui soient fidèles à ce qui a été échangé entre le praticien et le patient pendant la consultation. Donc pour ça, on a donc notre modèle de speech to text qui est évalué par une équipe en interne dédiée pour s'assurer de sa fiabilité sur des métriques qui sont, pour faire un audit vraiment constant à chaque nouvelle mise à jour des modèles. Et il en est de même pour les comptes rendus qui sont générés par Nabla. On a aussi cette équipe qui va faire régulièrement des tests pour vérifier la fiabilité des rendus par Nabla pour que les modèles qu'on pousse en production soient toujours au maximum de la fiabilité qui soit possible. Et c'est d'autant plus important parce que le compte rendu de la consultation, en fait, c'est la documentation vraiment du cœur du soin, parce que c'est l'échange qui a lieu entre le patient et le praticien. Donc c'est pour ça que nous, notre cœur d'expertise est vraiment dans cette évaluation et dans la fiabilité, tout en permettant d'avoir un produit
qui offre des fonctionnalités de personnalisation suffisantes pour que le praticien puisse vraiment s'approprier Nabla et l'adapter à ses Oui, usages. que ça vienne répondre tout à fait à ses besoins. Ok. Marilyn, tu as accompagné la digitalisation des médecins. Pour un médecin, qu'est-ce qui est important et comment tu vois la chose, toi, avec ton expérience, sur la perception de ces outils, de ces nouveaux outils chez un médecin, et comment finalement tu as pu voir la conduite du changement, puisqu'en fait c'est un changement de paradigme, c'est un changement de travail, et c'est humain, parfois une résistance au changement. Et donc quels sont les leviers que toi tu as vus par exemple avec HelloDoc chez le médecin, quels sont les leviers qui ont fait que le médecin adhère ou pas? Alors effectivement, depuis 87, le début de l'informatisation, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu arriver la feuille de soins électronique en 98, les premières feuilles de soins. Ensuite, on a commencé à parler du DMP, parce que le DMP, on en parle depuis le début des années 2000, il ne faut pas l'oublier. On a toujours fait ça. Alors, le levier, c'est vrai que le médecin sur le terrain a toujours eu des réticences, surtout au début. Quand il a vu arriver la feuille de soins électronique, il a commencé à se poser des questions, même la micro-informatique. Comment je vais pouvoir soigner mon patient alors que je vais avoir un écran, un clavier, etc. La relation ne sera plus du tout la même et je ne sais pas du tout. Alors on lui a expliqué que ce n'était pas grave parce que l'écran, on pouvait le mettre d'un côté, on pouvait faire des choses comme ça. Et petit à petit, le médecin, il a commencé à dire « Ah, effectivement, ça peut m'aider ». Et il y a eu quand même l'obligation de faire de la feuille de soins électroniques. Donc ça a quand même déclenché. Alors, il y avait ceux qui disaient « On va faire que de la feuille de soins électroniques », surtout les spécialistes. Il y a eu beaucoup de réticences chez les spécialistes et on a amené petit à petit les choses en leur expliquant et tout ça. Moi, j'ai connu, il y avait plus de 600 produits sur le marché qui se sont présentés au CNDA pour pouvoir passer les certifications de la feuille de soins électronique. Et petit à petit, ça a évolué. Le DMP, j'ai participé au cahier des charges avec la Haute Autorité de Santé, j'ai fait tout ça. Et ce qui m'a, lorsque j'ai vendu en 2014, pour des raisons personnelles, j'ai voulu un petit peu regarder un peu de loin. Et puis on m'a rappelé, on m'a demandé beaucoup de conseils, etc. Et j'ai vu arriver cette évolution. J'avais créé déjà un agenda qui, bref, tout ça. Et quand j'ai vu arriver l'IA et que j'ai vu arriver ça sur le marché, de suite, j'ai dit, ça c'est du renouveau. Je suis désolée, c'est comme la micro-informatique, c'était quelque chose d'un peu révolutionnaire. Là, c'est la même chose. Comment on va pouvoir justement sur le terrain, comment ça va s'adapter, comment les médecins vont accepter ça, etc. Aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions. Sur le terrain, ce qui est très difficile, ils ont effectivement un peu d'appréhension, mais d'un autre côté, ils ont besoin de ça. Et comme conseil, comme pour aller vérifier, pour aller voir et tout. Et je pense, moi, que c'est une bonne chose et qu'il va falloir former les médecins sur ça. Et il va falloir, je pense, les habituer et leur expliquer, comme pour la feuille de soins électronique, que c'est pas quelque chose qui est négatif, mais que c'est quelque chose qui peut être très positif, mais tout dépend comment c'est utilisé et de la façon que les médecins vont être formés. Oui, c'est important en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, mais c'est important ce que tu dis, puisqu'en fait, ce sont des nouveaux outils qui viennent souvent répondre à une problématique d'un médecin, mais ce sont des nouveaux outils pour lesquels, encore une fois, comme l'adoption se fait par le bas, par les utilisateurs, les tutelles, il n'y a pas eu encore de certification, ce sont des outils nouveaux, donc on ne maîtrise pas forcément. Et là, on a parlé un petit peu des sources, comment elles étaient maîtrisées, donc ça c'est bien. Parlons un petit peu maintenant des on connaît à partir du moment où il y a un moteur de LLM génératif, et on va prononcer le mot, les LLM ont des hallucinations. Donc et c'est conceptuel, ils sont faits pour répondre tout le temps. Donc même si on peut mettre des actions pour mitiger ça, ils répondent. Donc comment, là du coup je vais me tourner vers Léa, tu as commencé à expliquer comment
chez Nabla, vous caliez ça. Comment vous arrivez à mitiger ce risque? Comment vous prévenez? Quels sont les garde-fous? Voilà, quels sont les garde-fous que vous mettez pour vraiment maîtriser ces hallucinations? Parce que même si on peut les mitiger, il peut toujours y en avoir. Donc il y a toute cette infrastructure d'évaluation qu'on a en interne pour nos modèles, comme je l'expliquais précédemment, qui nous permet de pouvoir nous assurer que les modèles qu'on met en production ne vont pas produire d'hallucinations pour les utilisateurs. On a également, donc, comme tu disais, les LLM, en fait, c'est structurel, ces hallucinations, parce que LLM, c'est de la génération de texte et il doit produire une réponse même en cas d'incertitude. Et donc c'est là où le partenariat qu'on a avec Amilabs va permettre en fait de pouvoir complémenter cette technologie des LLM avec des modèles qui sont meilleurs dans la prédiction, qui sont plus contrôlables, qui sont les world models. Et l'idée, c'est de pouvoir justement aller vers des systèmes qui n'auront plus d'hallucinations à terme, parce que complémentés par des technologies qui sont une autre type de technologie, une autre intelligence artificielle, et qui n'est plus l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui dans les solutions. Oui, tu multiplies les modèles, chacun venant pallier les défaillances de l'autre. Finalement, c'est un double contrôle, mais tu gardes quand même le contrôle humain. Oui, exactement. In fine, les comptes rendus qui sont générés par Nabla doivent être relus par le professionnel de santé. Ils peuvent éditer à tout moment, revenir sur la transcription, relire ce qui a été dit et faire des corrections si nécessaire dans le compte rendu. Et l'action d'exporter le compte rendu Nabla vers le dossier du patient est réalisée par le médecin. C'est le médecin qui reste la personne qui fait le diagnostic, qui reste la personne qui a la décision médicale et la responsabilité aussi médicale et légale et morale du diagnostic. Très bien, mais c'est très compréhensible et surtout, on va dire, logique en l'état des connaissances et de la technologie. Vincent, on revient sur, tu as commencé à en parler un petit peu sur les choix qu'a fait Vidal, hein, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ne peut pas souffrir d'une approximation, d'autant plus sur des contre-indications, sur des posologies, enfin l'enjeu est colossal. Donc en fait, votre approche, donc tu as commencé à en parler, tu as fait la différence entre les modèles déterministes. Tu peux un petit peu développer sur. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, les modèles déterministes, ils apportent un niveau d'explicabilité pour le professionnel qui est très élevé. Ils sont très fiables. Ils sont pas, d'ailleurs, ils peuvent faire des erreurs quand même. Hein. Ouais. Voilà. Mais dans l'état actuel des choses, ils sont beaucoup mieux contrôlés dans leur logique que les modèles de type LLM aujourd'hui. Ça changera, et tu as commencé à le dire, et on n'a aucun doute là-dessus. Donc bien sûr, on a déjà commencé largement à les tester, et on sait qu'on l'utilisera, on ne sait pas exactement quand encore. Voilà. Mais vous savez, on a dans notre secteur maintenant un truc important qui s'appelle le marquage CE, hein, puisque nos algorithmes, ils sont soumis au marquage CE, et ce qui pour nous est tout à fait intéressant, parce que en effet, ce sont des outils et des services qui comportent des risques. Voilà. Et s'il n'y avait pas cette contrainte du marquage, on les utiliserait pas. Les algorithmes basés sur LLM. Aujourd'hui, on ne les utiliserait pas. Donc, c'est important de le savoir. Oui, c'est pas le marquage qui fait que tu pas du tout. C'est juste que là, pour l'instant, tu connais la limite des modèles et tu connais les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est tout à fait et voilà, c'est tout à fait entendable de se dire, pour l'instant, c'est super, on regarde, c'est génial, on sait que ça va être bien. On les teste. Mais pour l'instant, voilà. On les utilise beaucoup en standalone, parce que là, ils sont très utiles. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais en embarquer dans les logiciels, c'est encore un peu tôt. C'est autre chose, tout à fait. Nicolas, on revient sur PaperDoc. Donc, tu nous as parlé un petit peu des sources. Hein. Donc, effectivement, la source, c'est la base qualifiée. C'est PubMed, c'est toutes les bases de recherche scientifique. Base qui explose, hein, parce que l'IA sert aussi à écrire des articles scientifiques, c'est-à-dire que maintenant tu as une quantité d'articles qui sortent qui fait que ça devient inhumain effectivement de tout pouvoir lire, et c'est pour ça que c'est intéressant, les solutions que tu proposes sont intéressantes. Mais alors, il y a la recherche, et donc tu facilites l'interface, mais quand même Archie génère du texte, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de génération de texte, de synthèse, etc. Comment tu t'assures que
finalement, le lecteur a toujours la possibilité de vérifier que ce que Archie a répondu sur la partie générative. Je pense que tu as donné la réponse dans la question. Et en fait, je pense que tout tourne autour de cette histoire d'hallucination. Et je trouve qu'il y a un paradoxe qui se crée autour de cette problématique de l'hallucination. C'est que d'un côté, on a hyper peur d'être remplacé en tant qu'humain, finalement, parce que là, on parle de la santé, mais c'est un peu vrai dans beaucoup de secteurs. Mais en même temps, on a super peur des hallucinations, comme si on oubliait que nous, humains, on pouvait vérifier tout simplement, humainement, l'information finale. Et donc, je trouve ça assez intéressant et assez ironique. Je pense qu'il faut jamais oublier, et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on met au centre de toute notre techno, et je vais en reparler chez Paperdoc, mais il faut jamais oublier qu'au bout de la chaîne, il y a un être humain qui est tout à fait capable de critiquer une réponse, qu'une IA, par définition, c'est la définition de l'IA, c'est reproduire le comportement humain. Un humain, ça peut se tromper, donc il n'y a pas de raison qu'une IA puisse pas se tromper. Et donc en fait, je pense que le problème, c'est pas est-ce que je peux me tromper ou pas, c'est est-ce que je peux détecter quand je suis pas sûr, et est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux vérifier l'information. Ça, c'est facile, il suffit de le faire. Et nous, notre job, c'est que dans ta solution, tu facilites en remettant par exemple les liens vers les. Ouais. Voilà, en fait, donc nous, notre job, au niveau de l'interface en fait. Exactement. Donc nous, notre job, c'est de mettre tout en œuvre, de donner toutes les clés à l'utilisateur ou l'utilisatrice pour s'assurer de la qualité de l'information. Alors comment on va faire ? En fait, il y a un peu 2 étapes. La première étape, c'est qu'avant de vérifier la réponse, il faut s'assurer que la question est bonne et qu'elle est bien posée. Mais ça, c'est humain. Si je pose mal ma question, la personne elle va mal me répondre. Et donc nous, ce qu'on a mis en place avec Archie, c'est une reformulation de la requête. Si je dis Covid-19, c'est l'exemple qui parle le plus, mais je dis Covid-19, naturellement, un humain va me dire « Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Covid-19 ?» Et donc en fait, nous, on fait pareil, on reformule la requête. Donc déjà, avant même de regarder la réponse, on peut regarder si la requête est bien comprise. Et donc si la question est bien posée. Donc l'IA va reformuler la question et elle va générer des mots-clés qui ont un poids de 1 à 10. Et évidemment, plus le poids est élevé, plus la réponse va être polarisée sur ces mots-clés. Ce qui fait que, avant même de regarder quelques réponses que ce soit, je peux voir si, ok, j'ai tous les éléments nécessaires pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Et puis après, il y a la réponse qui vient. Et la réponse, c'est un peu comme on a dit, pour le coup, il n'y a pas de surprise. C'est, est-ce que j'ai l'info dans la base de données ? Si je l'ai, je dis d'où elle vient. Si j'arrive pas à dire d'où elle vient, je la dis pas. Ouais. Si je trouve pas l'information, je dis j'ai pas trouvé l'information. Et après, c'est le niveau d'exigence que nous on va mettre dans l'algorithmie. Et donc on faisait des scores, alors qu'on n'a pas affiché, mais c'est des scores de probabilité de se planter ou pas. Et donc on est assez conservateur et très strict envers Archie, c'est que si t'es pas sûr et certain de ta réponse, tu dis rien en fait. Tu dis je sais pas. Nous on préfère pas de réponse qu'une mauvaise réponse. Et à la fin, juste pour, je reboucle du coup sur ce que je disais au début, à la fin, faut lire la réponse et faut voir si elle est satisfaisante. Et nous, on a mis en place tous ces systèmes-là qui garantissent que l'information est vraie, est fiable, elle est là. Sur la réalité, c'est-à-dire exactement. qu'elle est ancrée avec un lien vers le. Elle n'est pas hallucinée et on va pas utiliser les réponses d'Archie pour régénérer d'autres réponses d'Archie. Ouais. Une réponse d'Archie, c'est une réponse d'Archie. Si je repose une question, one shot, tu ne continues pas un chat. Non. Qui fait qu'au fur et à mesure que le contexte grandit, il a une propension à partir un peu. À chaque fois, il va utiliser les bases qu'on lui donne. Il va pas réutiliser la requête ou la réponse générée, ce que peut faire des LLM généralistes pour le coup, qui vont se nourrir tout ce qu'on fait. Nous, on veut pas ça. En fait, il y a une base de connaissances et on ne se base que là-dessus. Oui, donc il y a toute une stratégie qui est mise effectivement pour maîtriser les défauts mais tu l'as très bien dit, ça c'est une notion qui est ultra importante. C'est arrêtons pour certains d'utiliser les IA comme des oracles. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il faut pas se démunir de notre esprit critique sur une réponse et on a toujours la possibilité d'aller vérifier. Dieu merci, on a encore des cerveaux. Tu as Vincent, on va revenir juste 5 minutes sur le marquage CE parce que tu en as parlé et ça c'est quelque chose qui est important et ça reboucle avec mon introduction de dire que finalement
l'adoption, elle se fait par la base, que du coup, là, les tutelles, les institutions, ça va trop vite. Elles arrivent, pour l'instant, il y a des prémices qui commencent à être mises d'essayer de cadrer les choses. Et il y a deux écoles, hein, comme d'habitude. Il y a les Américains qui viennent d'ouvrir les vannes avec les autorisations sur la FDA qui ont dit non, mais finalement, les outils, c'est quand même le médecin qui est responsable. Donc le médecin, c'est le mieux placé pour évaluer si l'outil est bon. Donc à la limite, on va faire des certifications ultra rapides. Et il y a l'Europe qui, elle, est sur la base d'évidence. Hein, il faut prouver que ça marche comme un... Et là, je parle des solutions qui peuvent avoir des conséquences sur le diagnostic. Et on en reparlera après tout à l'heure pour Nabla, qui là est un petit peu plus sur la documentation, donc du coup qui est pas sur des conseils médicaux, etc. Mais là, pour toi, tu l'as très bien dit, c'est le marquage CE, c'est quelque chose qui est ultra important. Donc tu vois plutôt comment tu vois cette réglementation et en plus ces deltas qu'il y a entre les pays qui avancent à des vitesses différentes. Et voilà, donc j'aimerais bien avoir ton avis. Oui. Alors, nous, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on pratique, c'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, le marquage CE, on le voit comment? On le voit comme un faisceau de moyens mis en place pour augmenter la fiabilité des systèmes et, in fine, la confiance qu'ont les professionnels dans le système. Or, c'est indispensable dans le domaine dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, c'est extrêmement positif, on le faisait déjà, et dans certains domaines, finalement, le marquage nous aide encore à nous améliorer. Il y a des aspects du marquage que jusqu'à maintenant, on gérait assez peu. Je pense par exemple à la matériovigilance, qui est la nécessité pour le fabricant du dispositif médical de déclarer les failles de son système, d'informer les clients, et il a une obligation de réparer la faille rapidement. Et ça, c'est des éléments supplémentaires qui s'imposent à nous, mais qui sont en fait extrêmement utiles. Voilà. Donc ça, c'est rentré dans l'ADN de l'entreprise depuis longtemps. Mais donc pour nous, le marquage, finalement, c'est un non-événement, de la même façon que les certifications de l'HAS, tout ça. Voilà. Pour autant, comme je disais tout à l'heure, ce qui est fondamental, c'est que ça ne bride pas l'innovation. Voilà. Ça, c'est vraiment clé, et qu'on arrive quand même à continuer à innover, que ça ne nous retarde pas. Mais c'est un dilemme qu'on a depuis toujours. Oui, c'est cornélien, c'est cet équilibre qu'il faut, et on voit bien qu'il y a deux hypothèses, et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure avec Léa, parce qu'on en a parlé en off. Il y a peut-être une voie intermédiaire avec ce que font les anglo-saxons, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure, et je suis complètement aligné avec ce marquage qui est une sécurité. De toute façon, on ne peut pas négocier sur ça. C'est non négociable dans le milieu où on est. Donc en fait, tout et ça vient se heurter aux startups qui elles veulent aller vite et tester. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Léa, justement, Nabla pour l'instant n'est pas certifié parce qu'il n'y a pas de conseils médicaux, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pour l'instant, et en tout cas en France, parce que ça, je voudrais aussi que peut-être tu en dises deux mots. Justement, Nabla est très utilisé aux États-Unis et propose d'autres fonctionnalités. Mais c'est intéressant de voir justement la différence d'approche va sans doute faire que certains outils vont être plus développés dans des pays, et il y aura peut-être, et ça permettra de voir un petit peu comment fonctionnent les deux approches. Donc au niveau de Nabla, donc pour l'instant pas de certification, mais oui, Nabla, c'est avant tout un outil de productivité aujourd'hui, c'est pas un outil d'aide à la décision clinique. Donc Nabla ne va pas inférer de diagnostic ou de la décision médicale. Donc en ce sens-là, il n'y a pas de certification en tant que dispositif médical. L'idée, c'est vraiment d'être sur une synthèse et une structuration de l'information, mais une documentation. La distinction qu'on a, c'est que donc aux États-Unis, on est en train de rajouter des briques fonctionnelles supplémentaires comme le codage médical. Et donc le jour où on voudra aller aussi et apporter cette brique-là sur le marché français, se posera la question de est-ce que le codage médical est un système d'aide à la décision clinique, auquel cas il y aura des enjeux réglementaires auxquels on devra se conformer selon l'évolution aussi de la réglementation d'ici là.
Tu mentionnais aussi les différences géographiques sur ces exigences de certification pour donc l'IA ambiante, donc la technologie qu'on fait chez Nabla. C'est vrai qu'en Union européenne, aux États-Unis, aujourd'hui, l'IA ambiante n'est pas un dispositif médical. Cependant, le Royaume-Uni, l'année dernière, en juin, a fait le choix de demander aux technologies, donc de Ambient Scribe, de se certifier comme des dispositifs médicaux de classe 1. Donc, il n'est pas impossible que l'Union européenne, en regardant ce qui est fait au Royaume-Uni, et demande aussi cette même exigence pour les différents pays. Et moi, je vois ça un peu comme Vincent. Je pense que c'est une chance parce que la certification va rassurer l'utilisateur, donc et le médecin, et du coup va augmenter on va dire l'utilisation, du coup l'adhésion, et du coup va aider au changement en fait, hein, parce qu'il y a quand même un vrai frein. Et ça, Marilyn, peut-être tu peux nous en parler de quels sont finalement dans ces nouvelles technologies, qu'est-ce qui peut rassurer le médecin? Tu vois, est-ce que les certifications, ça fait partie effectivement de ces marqueurs qui font que le médecin est rassuré? Les certifications, c'est indispensable. Parce que le médecin, justement, j'en ai interviewé plusieurs, à chaque fois que je fais des réunions avec eux et comme ça, la première des choses qu'ils disent, nous, on veut un logiciel et on veut pouvoir faire confiance à ce qu'on a dans ce logiciel-là. Lorsqu'ils vont faire une prescription, s'ils n'ont pas la garantie que la base de données certifiée HAS ou CE ou etc., le médecin il ne fera pas confiance et il ne garantira pas les choses. Il ne veut pas, parce que c'est lui qui s'engage. Lorsqu'il va faire une prescription, lorsqu'il fait un diagnostic, il fait son diagnostic, mais derrière, il y a un compte rendu, il y a une synthèse. Alors effectivement, faire une synthèse pour voir ce que ça donne, mais à chaque fois, ils le relisent. Et ça, ils ne font pas du tout confiance aujourd'hui à ce qui est à l'IA, c'est-à-dire que réel, ils vont aller consulter, ils vont aller voir PaperDoc, ils font leur prescription avec Vidal, ils vont utiliser Nabla pour faire leur synthèse, mais par contre, ils vont regarder, ils vont pas s'en servir, ils vont pas dire c'est bien, je continue. Non, s'ils ont des doutes, ils abandonnent et ils feront pas les logiciels. Et il y a une chose essentielle qu'on oublie, c'est que l'IA, elle va très très vite, mais le médecin, faut pas oublier qu'il a à peu près 40 ans de carrière. Est-ce que faut aussi regarder ça? Il faut peut-être s'adapter et puis surtout faire confiance. C'est ça. Donc les certifications, c'est indispensable. C'est une preuve une preuve de fiabilité. Oui. Merci Marilyn. On voit bien qu'il y a effectivement cette fiabilité qui est au cœur de la réflexion et parfois des craintes pour les médecins, parce qu'on est encore une fois, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a quand même aussi les conséquences juridiques. C'est-à-dire, il y a aussi, il risque d'y avoir des problèmes demain qu'apportent ces nouvelles technologies comme les voitures autonomes qui écrasent quelqu'un qui est responsable, etc. Donc en fait, il y a des nouvelles responsabilités qui devront être bien définies. Autre axe aussi qu'on veut explorer aujourd'hui, c'est finalement le coût, parce que en France, les médecins sont payés à l'acte. Et on voit tout un système de services qui sont souvent sous forme d'abonnement, qui arrivent dans les cabinets médicaux pour les aider, des agendas en ligne, des logiciels pour faire de la télétransmission, des scribes ambiants, etc. Donc finalement, on vient rajouter comme une sorte de millefeuille des coûts, et pourtant, à la fin, l'acte est toujours payé le même montant. Donc, donc en fait, vous faites une promesse finalement de toutes ces solutions, on va dire de retour sur investissement indirect finalement. Et c'est vraiment la question que je voudrais qu'on explore aujourd'hui. Et là du coup, Marilyn, je vais te laisser continuer sur quand tu as amené l'informatique dans les cabinets médicaux, c'était un surcoût. Et pourtant, et un vrai surcoût là du coup, parce qu'il fallait, ça coûtait cher, et le médecin, sa consultation n'a pas été réévaluée à ce moment-là.
même s'il y a eu des aides, hein, mais peut-être en parler. Mais en tout cas, c'est comment tu vois ce frein, on va dire, peut-être économique Alors effectivement, en ce qui concerne l'informatique, lorsque je suis arrivée, on a commencé par faire uniquement une gestion cabinet médical avec le Vidal pour la prescription, hein, tout simplement. Ça a été quelque chose de simple. Et on a rajouté la feuille de soins électronique. La feuille de soins électronique est ajoutée, mais sans coût supplémentaire. Et à chaque fois, on regardait, parce que le médecin, il avait la consultation à 20 euros. Aujourd'hui, elle est à 30 euros. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui augmenter sans arrêt et mettre des couches. Donc, quand on est arrivé, on a mis un logiciel et on a fait tout en un. C'est-à-dire qu'il voulait avoir un logiciel qui lui permette de faire sa gestion de cabinet, sa prescription, sa feuille de soins électronique, sa comptabilité, et puis petit à petit le DMP, etc. Et puis est arrivé sur le marché des gens qui se sont dit, après tout, le médecin, moi je l'ai entendu dire, le médecin il peut dépenser facilement pour uniquement ses logiciels, son informatique, entre 500 et 1000 euros. Bon, très bien, la consultation est à 30 euros, on peut imaginer ça. Alors aujourd'hui, le médecin se retrouve avec une gestion cabinet, avec un agenda, avec une téléexpertise, avec une téléconsultation, avec une feuille de soins électronique, avec une comptabilité, avec Internet, avec un lecteur de cartes, avec du matériel et tout ça, et il faut qu'il paye tout ça. Donc au fur et à mesure, quand on regarde toutes les dépenses qu'il doit faire, c'est quand même assez compliqué. Alors bien sûr, il y a le ROSP, il y a tout ça, et on lui dit, si vous répondez au réglementaire avec le Ségur Vague 1 et le Ségur Vague 2, vous allez pouvoir obtenir du financement un petit peu pour votre informatique, etc. Mais aujourd'hui, le médecin, je dis bien aujourd'hui, hein, pas demain, aujourd'hui, le médecin, il dit non à tout ça et il dit non, je ne vais pas rajouter des couches et des couches et des couches. Vous allez me proposer des choses. Alors, mais moi, si je veux avoir des informations, de toute façon, j'ai un patient qui arrive, qui a déjà son diagnostic avec ChatGPT, voilà, et moi je lui démontre avec mon esprit critique et ma façon de voir les choses qu'il se trompe et qu'effectivement il a ça et ça et ça, et voilà. Et il va aller chercher de l'information, et je dis bien aujourd'hui, pas demain, il va aller chercher de l'information sur ce qui existe à l'extérieur, qui n'est pas forcément des choses qui vont être spécialisées pour la santé, parce que c'est beaucoup trop cher et il n'a plus les moyens, à 30 euros. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, il va faire confiance à ce qu'il a, à ce qui est certifié. Donc aujourd'hui, il fait confiance à sa gestion cabinet médical, parce que dedans, il a un Vidal qui est certifié, parce qu'il peut faire des choses qui lui garantissent qu'il ne va pas être attaqué par son patient, etc. Et voilà. Donc, aujourd'hui, cumulé, etc. Non, c'est un problème. C'est un vrai sujet. Et l'accompagnement de l'État par petites touches comme ça, en fait, en fait, et pourquoi il y avait des dépassements d'honoraires, enfin, tout ça, c'est un vrai gros sujet sur la rémunération des médecins et la valeur par rapport à la valeur qu'ils délivrent. Et va-t-il continuer à être libéral? Ça, c'est un gros débat. Trop gros débat que celui-là. Nicolas, en plus de ton travail d'anesthésiste, tu as créé cette jeune entreprise. Alors, les coûts. Pour l'instant, comment se positionne Paperdoc, gratuit, freemium, quels sont et quel est le modèle économique que potentiellement tu imagines pour développer, parce qu'une entreprise, ça part toujours d'une bonne idée, ça part toujours de beaucoup d'énergie, et après il y a les réalités d'économique, il faut payer les développeurs, et voilà. Oui, pour le coup, là, on n'a pas inventé de nouveaux modèles économiques. Donc, on a évidemment une partie qui est gratuite et qu'on essaye d'ailleurs d'ouvrir de plus en plus pour les pros de santé, pour les patients aussi, puisqu'on a sorti Gustave, l'agent conversationnel destiné aux patients et au grand public, donc qui lui, pour le coup, est 100% gratuit. Les petits frères d'Archie, c'est ça? C'est petit frère, cousin, je sais pas comment on peut les qualifier, mais en tout cas, ils sont proches.
Et on a une partie payante avec un abonnement mensuel. Et nous, on va surtout voir les établissements de soins, les laboratoires de recherche, pour leur proposer des licences mensuelles ou annuelles. Et ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est de la personnalisation, du co-développement, puisque nous, on a acquis cette expertise IA et information médicale et scientifique. Et donc, on a bien conscience qu'aujourd'hui, il y a énormément de sources d'informations. Et donc, voilà, l'idée, c'est de personnaliser du paper doc. Oui, donc de faire pour du nos différents clients. sur-mesure, et finalement, c'est plutôt. On sait que toutes les solutions d'IA, en plus, quand elles sont bien calibrées à l'usage, justement, elles sont plus efficaces et plus efficientes. Hein. Donc là, il y a une vraie. Finalement, tu proposes aussi un service de développement. C'est-à-dire. C'est ça, c'est un service de dev avec évidemment de l'expertise qu'on a acquise derrière. Parfait. Vincent, ta solution est intégrée depuis longtemps dans d'autres logiciels. Et au final, toi, comment tu vois effectivement le coût? Parce que le coût peut être un frein pour le médecin à l'usage. Et finalement, il peut se priver aussi de choses. Et d'un autre côté, vous êtes des entreprises, il faut que vous puissiez vivre aussi. Comment Oui, bien sûr. Le pouvoir d'achat du professionnel, il est limité, comme tout le monde. Voilà. Et donc, ça, il faut bien le prendre en considération. Mais d'un autre côté, construire et maintenir une connaissance fiable, ça coûte cher. Oui. Ça coûte même très cher. Et ça coûtera de plus en plus cher. Voilà, parce que la connaissance, elle augmente. Oui. Elle se dilue. Et on utilisera les outils les plus modernes pour travailler, bien sûr, c'est le cas. Mais pour autant, le rôle des personnes pour sélectionner, pour valider, il restera absolument fondamental. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une équipe, nous, de médecins, pharmaciens, pharmacologues d'environ 60 personnes. C'est une des plus grandes aujourd'hui en Europe, spécialisée dans l'information médicale. Mais il faut la payer, effectivement. Donc, en fait, la réponse qu'on a, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir, c'est l'internationalisation. Parce qu'en fait, si vous voulez, une grande partie de la connaissance, elle n'est pas spécifique elle est commune. de Paris 10e arrondissement, bien sûr, ni de la France. C'est la même dans les différents pays dans lesquels on opère. Et donc, on a cette chance probablement de pouvoir travailler dans de plus en plus de pays. Et c'est ça qui nous permettra, je pense, de maintenir un coût qui soit raisonnable, parce qu'on arrivera, on arrivera sur les pays sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, on est sur plusieurs pays en Europe. On a une filiale en Allemagne, on a une filiale en Espagne. On vend nos solutions en 30 pays dans le monde. Et je pense qu'on a maintenant la capacité de se déployer dans le monde entier. Et c'est pour nous, c'est ça la clé. Tu rationalises, hein, donc l'effort que tu as produit, la qualité que tu as produit, ça a un vrai coût, et ça, c'est bien de le dire. C'est-à-dire que l'information fiable, elle est très chère. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit au 98%. Hein, si on n'est pas le 95e percentile, ça ne suffit pas. Et tout ce travail qui est fait, pourquoi le refaire dans d'autres pays? Exactement. Léa, alors toi, c'est un petit peu particulier parce que c'est un nouveau service qui n'existait pas. Autant rationaliser des outils qui existent pour les rendre plus performants grâce à la digitalisation, etc., c'est une chose. Là, c'est nouveau, du coup, Nabla. Et puis surtout, ça vient répondre à, on va dire, un irritant très fort chez les médecins, qui est cette paperasse. Donc, quelle approche vous avez? Parce qu'encore une fois, est-ce que le gain de temps généré par votre solution, elle se retranscrit vraiment en plus de consultations pour le médecin, ou alors effectivement c'est un confort qui est apporté sur l'utilisation, et peut-être on va s'en dire un mot parce qu'on s'en est parlé en off, et je trouve ça aussi très intéressant, ou alors vraiment ça aide à une prise en charge meilleure pour le patient. Ça aussi, j'aurais que tu m'en donnes, parce qu'il y a ces trois aspects, et c'est sans doute un mélange des trois. Ouais, complètement. C'est vrai que un des enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas de faire de l'IA pour faire de l'IA, mais c'est de répondre à des besoins et des usages réels. Et c'est là qu'on va vraiment voir un effet sur le soignant, mais aussi le soigné. Nous, chez Nabla, on voit un impact qui va à la fois être sur la qualité de vie au travail des soignants, parce qu'utiliser Nabla, ça veut dire passer moins de temps sur la documentation administrative, mais en particulier en dehors des heures de consultation. Parce que le médecin n'a pas besoin de
par exemple, à midi, sur sa pause déjeuner, se rappeler ce qu'il a dit à son patient de 8 heures pour faire la documentation de la consultation. Et pyjama hour, comme ils appellent les Américains. Donc, il y a un vrai enjeu de diminuer le temps passé par les médecins pour ces tâches administratives avant 7 heures et après 19 heures. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pu mesurer avec une étude qu'on a fait auprès de 10 000 médecins aux États-Unis qui a vraiment montré que l'utilisation de Nabla réduisait le temps passé sur le DPI en dehors des heures ouvrées. On a également un enjeu de qualité du soin pour le patient, justement comme tu le disais. Parce qu'en fait, utiliser Nabla en consultation, c'est enlever la charge mentale de la prise de notes et pouvoir se recentrer dans l'échange, de pouvoir regarder son patient dans les yeux plutôt que de soit écrire avec un stylo, soit taper au clavier. Et donc, on a également pu mesurer, lors de nos déploiements, par exemple, une clinique s'appelle Mankato, que les scores de satisfaction patient de la clinique ont augmenté de 7 points dans la première année d'adoption de Nabla, justement parce que la relation patient-soigné est améliorée, patient-soignant est améliorée pendant la consultation. Il y a un autre enjeu qui est un peu plus macro, plus compliqué à mesurer, mais en fait, utiliser Nabla, c'est avoir un outil qui est intégré et qui va apporter la bonne information au bon moment pour le bon patient, et donc améliorer la coordination du soin dans le parcours et la qualité de l'information médicale qui va les renseigner derrière les logiciels médicaux. Je vois Vincent qui hoche la tête, mais les logiciels médicaux, que ce soit le LGC en ville ou le DPI rempli, à l'hôpital. Mais c'est intéressant puisque tout à l'heure tu disais aussi qu'il y avait la possibilité de faire une note, un compte rendu finalement de consultation au patient. Oui. Et ça, je pense que c'est important parce que ça reboucle avec une étude qui avait été faite. Et à chaque fois, ça fait les grands titres des journaux. ChatGPT est plus empathique que les médecins. Mais quand on regarde l'étude, en fait, c'est juste que ChatGPT, il a le temps de rédiger. Et en fait, c'est complètement artificiel. Et finalement, là, le fait que Nabla puisse sortir un compte-rendu bien détaillé, bien expliqué, chose que le médecin n'a pas le temps de faire, qu'il aimerait pouvoir faire, finalement, ça améliore la compliance, l'observance finalement de la, et donc du coup l'efficacité de la prise en charge du patient. Ouais. Donc ça, c'est un aspect que j'ai découvert tout à l'heure en parlant avec toi. Et je pense que c'est important parce que ces études, à chaque fois de dire que ChatGPT est plus empathique que les médecins, c'est un poil réducteur, je trouve. Et ben c'est le troisième axe qu'on va aborder, qui est la transformation du métier, puisque si les comptes rendus sont déjà générés, les prescriptions de médicaments, les prescriptions peut-être demain de biologie seront déjà générées par les assistants d'IA, ben finalement, que reste-t-il au médecin? Et c'est une question ô combien provocatrice que je fais, parce que voilà, c'est la crainte ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on entend dans beaucoup de métiers, et aussi chez les médecins. Et finalement, parce qu'ils se sentent un petit peu dépossédés, mais moi, la première question que je veux aborder avec vous, et on va commencer par Nicolas, c'est qu'il y a des études qui ont montré, là, dans Lancet, ce qu'on appelle le deskilling, c'est-à-dire qu'on commence à mettre des assistants, et à force d'assister, c'est comme un muscle, hein, le jour où l'assistant il tombe en panne, on ne sait plus rédiger un compte-rendu, on ne sait plus faire une coloscopie. Il y a eu une étude faite en Pologne sur la coloscopie, mais il y a eu d'autres choses. Et c'est quelque chose qui a été vu chez les pilotes d'avion. Quand il y a eu les premiers pilotes automatiques, ils ont changé leur formation et ils les obligent à faire des formations manuelles pour justement qu'on ne perde pas le geste. Parce que les assistants, là on parle beaucoup de LLM, mais les assistants, ils peuvent être chirurgicaux, ils peuvent être sur l'imagerie, beaucoup. Hein. L'imagerie, c'est là où l'IA performe le mieux sur la reconnaissance. Mais un radiologue demain, est-ce qu'il saura encore reconnaître une petite tâche, voilà, et comment il garde son esprit critique? Et finalement, voilà, qu'est-ce que tu penses toi de ce deskilling, hein, voilà, qu'on appelle aussi l'effet Google Maps. Voilà. Bah, je trouve ça hyper intéressant comme sujet, et pour le coup, je pense qu'on peut en discuter des heures et des heures. J'ai pas d'avis tranché, et si je devais donner une réponse courte, je pense que, en fait, tu l'as donné dans la question, c'est l'exemple des pilotes. Et en fait, c'est à nous de décider si on a envie de descaler notre connaissance ou pas. Et pour le coup, les pilotes, nous, on compare souvent l'anesthésie avec un cockpit, donc pour plein de choses, la réglementation, etc., et les checklists. Et en fait, les pilotes ont bien compris que la technologie pouvait être meilleure qu'eux.
Il me semble d'ailleurs, je suis pas pilote, mais je m'intéresse un peu à la question. Il me semble que par très très mauvais temps, il est recommandé aux pilotes de laisser la machine faire parce qu'elle ferait mieux. Mais ils ont bien compris que le revers de la médaille, c'est qu'ils allaient plus savoir quoi faire si il faut planer. Si ça tombe en panne. Et donc, faut s'entraîner. Et en fait, je vois pas pourquoi ça serait fondamentalement différent pour tous les autres domaines, et en l'occurrence la médecine. Je l'ai vu cette étude sur les endoscopistes, mais elle est vraie pour tout. En fait, c'est à nous de voir. L'arrivée de la voiture, elle nous fait aller plus vite, elle nous empêche pas de marcher. L'arrivée des plateformes de streaming qui sont bourrées d'IA au passage, elle nous empêche pas de critiquer un film ou de décider de le regarder ou non. C'est à nous de voir où on a envie de nous placer. C'est sûr que si on pose une question à un LLM et qu'on prend sa réponse comme argent comptant et puis basta, non, ça va pas marcher. Alors peut-être que ça marchera dans quelques cas, mais il y a plein de cas où ça marchera pas et qui peuvent être dramatiques. Il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps sur une histoire juridique où l'avocat a juste demandé à ChatGPT de faire son plaidoyer ou je sais pas quoi, mais il s'est fait attraper. Et il a dû justifier. Donc, il y a un commissaire anglais qui a démissionné parce qu'il avait fait un compte rendu avec des hallucinations dedans, un dossier de renseignement, et en fait, il a dû démissionner. Ouais, mais en fait, je pense que c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et donc, je suis pas trop inquiet sur le remplacement des humains par l'IA. Maintenant, il y a deux autres trucs que je voulais dire par rapport à ça. Il y a aussi des études qui montrent que le couple IA-humain est plus fort que l'un ou l'autre seul. Donc, pour moi, c'est comme ça que l'IA doit s'inscrire dans le quotidien des pros de santé. C'est un assistant. J'ai l'impression que ça porte très bien son nom, en fait. On est là pour assister et donc pour gagner du temps ou éviter d'en perdre là où il n'y a pas de valeur ajoutée. Et par exemple, rédiger un compte rendu. Alors oui, ça permet de structurer la pensée, mais je pense que ça permet aussi de perdre du temps. Et s'il y a des outils qui peuvent me permettre d'en gagner, c'est encore mieux. Et après, je vais être peut-être un peu provocateur, mais il faut qu'on l'ait en tête, à mon avis. Est-ce qu'il serait éthique si demain il y a un dispositif intelligent qui montre, par la science, qui fait mieux que l'humain? Est-ce qu'il serait éthique pour nous en tant qu'humains de ne pas l'utiliser? Un diagnostic, quel qu'il soit. Et voilà, je pense que c'est vraiment le débat est souvent trop binaire, blanc ou noir, remplacé par remplacé. Je pense qu'il faut juste intégrer cet outil dans nos vies, le faire intelligemment, de façon personnalisée aussi. Et si demain une IA montre qu'elle fait mieux qu'un anesthésiste ou qu'un réanimateur dans certaines situations, je me vois pas la mettre de côté et me dire non. Au contraire, je vais les pousser, je vais l'épouser, je vais la mettre en pratique au quotidien, mais avec toujours ce regard expert que je peux avoir en n'importe qui d'autre pour s'assurer que elle dit pas de bêtises. Et il y a un dernier point aussi que je voulais ajouter. Il y a souvent le débat. Le débat, est-ce que l'IA remplace le pro de santé ou pas? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. On l'a un peu évoqué sans l'évoquer. C'est toutes les solutions qui arrivent. Et donc, finalement, le pro de santé se retrouve avec 50 000 outils qui sont complètement séparés. Et on parle beaucoup d'interopérabilité des systèmes IA avec les hôpitaux, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle d'interopérabilité des systèmes d'IA entre eux. Puisque en fait demain je pense que la réponse naturelle à j'ai trop de choses, j'en veux plus. Et nous c'est une chose à laquelle on réfléchit de plus en plus. Ça fait partie de nos objectifs cette année, c'est comment en fait on travaille avec d'autres acteurs sur des sujets plus ou moins proches, à la limite allons-y, pour apporter un service rendu aux pros de santé et aux patients, parce que de toute façon la finalité c'est ça, c'est d'aider les gens. Un écosystème complet qui peut discuter entre eux, c'est-à-dire que oui, mais ça c'est parce que c'est jeune. Donc Vincent, comment toi tu vois un petit peu la chose si demain il y a notamment des aides à la prescription de médicaments, des propositions, l'ordonnance elle sort toute faite. Pareil pour moi, pour mon secteur la biologie, où finalement le médecin renseigne Nabla le transcrit, il lit le transcrit, il dit voilà, c'est ça qu'il faut prescrire, c'est ça qu'il faut prescrire en médicament, en examen de radio, en examen de... Mais ce qu'on voit dans la réalité aujourd'hui, c'est que les services qu'on commence à mettre en place et qui seront en place dans les années qui viennent grâce à ces nouvelles technologies, en fait, ils viennent augmenter la capacité du professionnel. Ils viennent
Enfin, ils viennent faire des choses qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire. Par exemple, dans mon domaine, il y a des tas de situations dans lesquelles deux produits sont considérés comme étant en interaction aujourd'hui dans nos systèmes, parce que on maîtrise pas tout à fait le détail, mais on se rend compte maintenant, grâce aux jeux de mots numériques, que en ayant la donnée sur la pharmacodynamie des deux produits, en comprenant leur vitesse d'élimination et en ayant des données, notamment sur la fonction rénale, on est capable, en fait, de les prescrire un le matin, un le soir. Et deux produits qui étaient en interaction, qui sont encore en interaction aujourd'hui, demain ne le seront plus, et augmenteront la chance du patient et la performance du produit. Ça, c'est les technologies qui nous amènent, notamment celles dont on parle aujourd'hui. Donc, et ça, les professionnels le voient et vont le voir. Donc, je crois que ça va avant tout les augmenter. Oui, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit toujours augmenter, jamais diminuer. Oui. On est d'accord. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de débat, quoi. Oui. Le débat peut avoir lieu sur comme ça va vite. Il y a toujours un décalage par rapport à l'éducation et à la formation, parce que ce que tu disais, Nicolas, est très juste. Et finalement, ça tout vient dans la méthodologie qu'il va falloir apprendre aux médecins à comment être critique et comment bien épouser ces technologies. Et c'est vrai que là, ça va tellement vite qu'il y a un petit décalage, quoi. C'était surtout sur ça que je voulais insister. Léa, du coup, Nabla, elle fait la doc, elle fait les prescriptions. Demain, toi, comment tu vois un petit peu le deskilling, ou en tout cas est-ce que c'est pour toi un sujet, ou en tout cas toi dans ton service qui est quand même moins impacté parce que du coup il vient pas remplacer on va dire un savoir-faire. Finalement, il décharge plutôt. Est-ce que toi tu vois, parce qu'il y a quand même d'autres briques qui arrivent sur Nabla. Donc, comment tu vois la chose, et est-ce que tu penses que c'est un sujet? Je pense que, en tout cas chez Nabla, nous, notre vision, c'est que l'intelligence artificielle, elle doit réellement s'intégrer et s'effacer derrière la pratique clinique et permettre justement aux soignants de pouvoir enlever ces 50% du temps médical qui est dédié à des tâches qui ne sont pas les raisons pour lesquelles un médecin s'est lancé en études de médecine. Je pense que tous les trois, vous pouvez peut-être en témoigner. Ouais, c'est sûr. Et donc l'idée, c'est de pouvoir rendre en fait ce temps médical aux médecins et le rendre aussi aux patients in fine. Nous, du coup, chez Nabla, on a commencé avec le compte-rendu médical, donc la génération de ce compte-rendu-là. Le compte-rendu, c'est la source de vérité de nombreux d'autres flux autour de la consultation, qui sont en aval. On parlait de la prescription, on peut parler aussi du codage des actes. Et donc, l'enjeu, vraiment, c'est d'avoir des outils IA, et Nicolas, tu commençais à en parler, qui, en fait, vont vraiment s'intégrer dans le parcours de soins et qui vont s'effacer pour que le praticien n'ait pas besoin d'aller dans une interface, une autre interface, encore une autre, et que vraiment tout soit uniformisé. Et justement, la technologie de demain, notamment via le partenariat avec Amilabs, mais je pense que ça pourra aussi aller vers des systèmes plus agentiques et qui vont aller encore automatiser encore plus de tâches administratives, aller communiquer entre les logiciels. Par exemple, je détecte une prescription dans Nabla, je vais aller faire la commande dans le DPI de l'établissement pour tel médicament. Enfin, voilà, c'est ce type d'agents autonomes qui vont. Oui, ça peut aller loin. L'approche agentique, on n'en a pas du tout parlé, et c'était pas le sujet, mais ça peut aller très très loin dans la suppléance de tâches qui sont à peu de valeur ajoutée, en fait. C'est toujours se fixer sur ça. Marilyn, quand tu as informatisé les médecins et qu'il y a eu cette vague, beaucoup disaient ça va changer le métier, ça va changer le métier. Alors est-ce que ça l'a changé? En tout cas, c'était dit de façon négative. Mais est-ce que ça l'a changé, et comment? Et puis comment tu vois toi cette arrivée de ces nouveaux assistants IA qui ont quand même du coup passé un niveau au-dessus, quoi. C'est-à-dire que disons que quand on est arrivé, il y avait une pratique qui était papier, qui était vraiment la relation avec le patient qui est très humain. Et puis, comme on disait, le médecin, il courait peut-être après l'acte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il se levait la nuit, il faisait les gardes, il faisait tout ça. Et quand l'informatisation est arrivée, il a continué un petit peu à faire ça. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'administratifs. Donc, on lui a beaucoup mis de choses et tout ça. Et ça l'a un peu
on va dire, ça a un peu, disons, mis de côté, enfin pas vraiment, mais il a plus beaucoup de temps, comme vous disiez tout à l'heure, il était obligé de faire le médecin pyjama, hein, comme vous dites aux États-Unis, où il avait beaucoup de travail à l'extérieur. Donc au fur et à mesure, les choses ont changé. Il a fallu qu'il prenne une secrétaire, alors qu'il pouvait être tout seul dans sa campagne. Il a fallu qu'il regarde un petit peu tous les autres. Et puis, il y a eu des maisons de santé qui se sont créées. Et puis, il a commencé à se regrouper. Il a commencé à faire ça. Il a commencé à faire moins de garde. Il a plus été la nuit. Il a plus... voilà. Et petit à petit, ça a évolué. Et moi, je le vois, ça a été un peu compliqué. Avant, il pouvait vendre sa patientèle, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui. Ça se fait plus. Donc aujourd'hui, moi, je pense avec l'IA. Alors, est-ce que j'ai entendu dire par des fois des médecins un changement de civilisation? On n'est plus du tout dans la même vision des choses. Les jeunes vont de plus en plus se salarier, vont de plus en plus vers des maisons et des centres de santé, et tout commence à se concentrer. Et les médecins travaillent beaucoup plus de 8h à 19h, ou etc. Et moi, je pense que l'IA est plutôt pas un frein du tout. Quand on a eu cette évolution avec le départ, mais aujourd'hui, comme vous avez tous dit, au contraire, c'est positif. Ça va apporter beaucoup plus. Et le couple, donc IA et médecin, je trouve que c'est une bonne réflexion. Et moi, je pense que le médecin va avoir un peu de mal aujourd'hui parce que il faut du temps pour s'adapter au truc, mais je pense que c'est plutôt positif. Conduite du changement, c'est Oui. toujours, de toute façon, c'est vrai dans tous les métiers, et c'est la conduite du changement, ça se conduit, un changement. Ça se subit pas et ça s'impose pas. On va juste aborder le dernier point qui, au final, les pratiques vont changer. Et on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qui restera toujours humain et qui sera jamais délégué à la machine? Question piège, Nicolas. Tu commences par toi. Tiens le petit micro. Ah ouais, question piège. J'ai fait C'est un pas peu prévu. blanc pour me laisser le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui restera humain? Je pense que c'est à nous de le définir. Ce qui restera humain, mais jusqu'à maintenant, la responsabilité va rester humaine. Alors, déjà, oui. Mais réponse probablement un peu facile, mais je pense que ce qui restera l'humain, c'est l'humain. Et c'est tout ce qu'on ne trouve pas quand on discute avec une interface. Je pense que ce sera personnalisé. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait qu'une IA n'est pas forcément empathique. Il y a des études qui ont montré que, notamment en cancéro, les patients préfèrent discuter avec un chatbot parce qu'il est justement plus empathique, parce qu'il prend plus le temps. Donc, je pense que ce qui restera humain, c'est ce petit truc qu'on n'arrive pas à mesurer et qu'on retrouve dans aucune interface, dans aucune solution, qui fait que on a envie d'être avec des gens, on a envie de se confier. Donc, est-ce que c'est la confiance? Je sais pas. J'avoue que la question est un peu piège, mais piège, je sais pas, mais difficile. Et c'est l'humain qui restera humain. L'interface. Vincent, c'est la question. Vincent, qu'est-ce qui restera au médecin et qui ne sera jamais, en tout cas, délégué à la machine, ou en tout cas qu'il ne faudrait pas déléguer à la machine. On pourrait tourner la question un peu différemment. C'est qu'est-ce qu'il ne faudrait pas déléguer à la machine? La relation thérapeutique, elle est complexe et elle est multifactorielle, bien sûr. Mais je pense que tout le monde s'accordera, et tout le monde s'accorde aujourd'hui pour penser que la relation entre le soignant et son patient, c'est une relation d'équipe. C'est un partenariat pour aller dans une direction qui est améliorer la santé du patient. Et ça, quelle que soit la performance des technologies, ça doit exister. Ça doit exister, ça devra continuer à exister. C'est une équipe. On est alignés ensemble vers la même direction. Voilà. Et je pense que ça transcende complètement la question des technologies. Oui, la technologie, c'est l'outil.
Donc, ouais. Léa, même question. Qu'est-ce qu'on ne pourra jamais ou qu'il ne faudrait pas déléguer Je suis un peu Vincent et Nicolas sur le fait que la technologie doit ramener l'humain au cœur du soin. Et justement, l'IA, elle a cette possibilité de pouvoir revenir vers une médecine qui soit plus attentive et plus recentrée sur le patient. Et je pense que la décision clinique en elle-même et la responsabilité morale de cette décision clinique restera toujours dans les mains du médecin in fine, qui sera toujours la personne qui décidera qui prendra la décision médicale à la fin de la journée. Juste là, je fais une petite remarque. Dans l'Utah, aux États-Unis, ils sont en train de déployer une solution qui, du coup, passe de l'IA générative à l'IA exécutive, c'est-à-dire que ils ont mis en place un système pour renouveler les traitements sans supervision humaine. Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que là, du coup, ça soulève toutes les questions éthiques, juridiques, qui sera responsable le jour où, et est-ce que le renouvellement d'un médicament, ce n'est que un acte administratif? Ça, c'est une vraie question, et c'est pour ça que je posais la question, jusqu'où on peut déléguer ces actes, et qui, encore une fois, hein, réduire le renouvellement d'un médicament à un acte administratif. Je suis pas sûr. Voilà. Marilyn, pour toi, qu'est-ce qu'on ne peut pas, jusqu'où il faut pas aller? À la limite, on pourrait le tourner comme ça. Alors, ma première réflexion, ça a été, je disais, l'humain, Ouais. comme Nicolas. Mais là où on ne peut pas aller, on ne peut pas confier quelque chose qui peut avoir des erreurs. S'il y a, on pose une question et qu'elle est un peu détournée, qu'on ait introduit des choses qui ne sont pas forcément vraies, peut amener des fausses informations, un faux traitement, etc. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est l'esprit critique. Et surtout former l'humain à ça, à garder l'esprit critique. C'est extrêmement important. Donc l'humain et son esprit, et qu'il puisse réfléchir et qu'il puisse détecter justement dans l'IA ce qui est faux, comme disait Nicolas, et amener tout ça. Pour moi, c'est indispensable. Sinon, on n'y arrivera pas. On va tuer beaucoup de monde. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. C'est des sujets qui sont passionnants. On aurait pu parler encore et on va continuer à parler sur d'autres sujets. Merci beaucoup. L'IA au cabinet médical, c'est déjà maintenant. Et c'est une aventure qui commence et on est à l'aube de quelque chose qui sera, je l'espère, et ça c'est à nous de le décider, quelque chose qui sera bien meilleur et finalement pour nous augmenter et jamais nous diminuer. Merci à vous tous. Merci Laurent. Merci.